vous êtes sur les histoires de Lise, où chaque récit cache une vérité secrète. Bonjour à tous. Avant de commencer, il est possible qu'en écoutant mon histoire, vous ressentiez de la colère. Peut-être de l'agacement. Ou même de la tristesse. Mais j'espère qu'à la fin de tout cela, vous verrez comment une femme a su se relever après avoir tout perdu. J'espère que cela vous donnera une lueur d'espoir. Lorsqu'on m'a annoncé que je devais partir en voyage d'affaires aux États-Unis, au siège social, pour 2 semaines, ma belle-mère était ravie. Elle m'a dit qu'elle s'occuperait de ma fille de 4 ans. Elle était tout sourire, et j'ai été touché par sa gentillesse, ce qui m'a permis de partir pour l'aéroport l'esprit tranquille. Mais j'avais oublié quelque chose, mon passeport. J'ai donc dû retourner précipitamment à la maison. Et là, à travers l'entrebâillement de la porte, j'ai entendu quelque chose que je n'oublierai jamais. Une fois que j'ai compris de quoi il s'agissait, mes mains tremblaient en composant le 17. Lorsque je tenais cette lettre, la décision confirmant que j'avais été choisi pour ce voyage d'affaires en Amérique. C'était incroyable, mes émotions se bousculaient. J'étais heureuse, mais en même temps, j'avais le cœur lourd. J'avais travaillé dur pendant 1 an pour cette opportunité. Si ce voyage de 2 semaines était un succès, c'était la promotion assurée, une augmentation de salaire, et notre rêve de déménager dans une maison encore plus grande pour que ma fille, Chloé, puisse courir partout. C'était comme si c'était à portée de main. Mais en tant que mère et épouse, j'avais une appréhension. Chloé venait d'avoir 4 ans, c'était les vacances d'été, donc je ne pouvais pas la laisser à la garderie. Quant à mon mari, Nicolas, il était sur un chantier de construction à Marseille. Il ne pourrait pas rentrer avant au moins 5 jours. En regardant ma fille dormir, j'ai posé la lettre sur la table en soupirant. J'avais l'impression d'être une mère égoïste qui faisait passer son travail avant tout, ses propres plans avant sa famille. Je comptais appeler ma mère, Marie, le lendemain matin. Je voulais la supplier de venir nous rejoindre pour s'occuper de Chloé. Même si maman avait des rhumatismes et mal aux genoux quand le temps était humide, elle était la seule sur qui je pouvais compter. Mais cet après-midi-là, on a sonné à la porte. Tout a changé. En regardant par la fenêtre, je me suis figé. J'étais pétrifié sur place. Ma belle-mère, Monique, était là, les bras chargés de paniers et de sacs. Monique venait rarement à la maison sans raison importante. Et si elle venait, c'était souvent juste pour vérifier comment je tenais la maison ou si j'étais dépensière. Sa dernière visite remontait à 3 mois. Elle m'avait même réprimandé parce que j'avais acheté une robe à Chloé qui coûtait 20 €. Elle trouvait ça bien trop luxueux. Mais aujourd'hui, en ouvrant la porte, c'était différent. Son visage habituellement froid affichait un grand sourire. « Oh là là, quelle route pour arriver jusqu'à votre maison de campagne dans la Loire. J'ai les oreilles qui bourdonnent avec ce trajet », s'exclama-t-elle. Elle ajouta, « J'ai apporté 2 poulets fermiers et des légumes de mon potager pour que vous ayez de quoi manger. Les légumes qu'on achète au supermarché sont pleins de pesticides. Ça ne donne que des maladies. » Je me suis dépêché de prendre ses affaires. J'étais surprise, mais en même temps reconnaissante. Je l'ai faite entrer et je lui ai servi un verre de vin frais. Ensuite, j'ai doucement abordé le sujet de mon voyage d'affaires. Je m'y attendais. Elle allait encore dire que je privilégiais mon travail et que je négligeais mon mari et mon enfant. Mais à ma grande surprise, elle a posé son verre. « Ah bon, c'est ça ton problème ? Pourquoi t'inquiètes-tu ? » dit-elle. « Allez, pars tranquille. De nos jours, une femme doit vraiment avoir son propre travail. Tu ne peux pas rester éternellement dans la cuisine. Le pauvre Nicolas, il se tue à la tâche tout seul. Tu dois aider pour l'avenir de Chloé. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Sa grand-mère va s'occuper d'elle, alors par l'esprit tranquille. Je ne suis pas une étrangère, je suis sa grand-mère. Est-ce que je la laisserai tomber ? » À ces mots, j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait une épine du pied. Un poids énorme s'est envolé de ma poitrine. C'était la première fois que je la voyais aussi gentille et compréhensive. Je me suis dit que je m'étais peut-être trompé sur son compte. Que j'avais été trop méfiante. Monique s'est levée et a remonté ses manches. « Je m'occupe du dîner. »« Va faire tes valises, » dit-elle sans s'arrêter. « Je vais préparer un bœuf bourguignon pour vous donner des forces. Tu es toute maigre. On va se moquer de toi en Amérique.
Ce dîner était unique. C'était joyeux. L'odeur du bœuf bourguignon embaumait toute la maison. Cela me réchauffait le cœur. Chloé était ravie de voir sa grand-mère. Elle était assise sur ses genoux, câline, et Monique lui caressait les cheveux. J'ai vu dans ses yeux une affection que je n'avais pas vue depuis longtemps. Après le repas, pendant que je faisais la vaisselle, elle m'a appelé au salon. Elle a baissé la voix, l'air inquiet. « Manon, dit-elle. Tu n'as pas peur de laisser la maison sans surveillance? Tu pars si loin. Avez-vous des documents importants, de l'argent, de l'or? Dans votre coffre-fort? Oh là là, les cambrioleurs sont si doués de nos jours. Laisse-moi la clé du coffre ou cache-la bien au fond d'un tiroir. Mais tu sais, peu importe où tu la caches, c'est toujours risqué. » Soudain, j'ai ressenti une angoisse. Une sorte de nœud dans l'estomac. Sa question était raisonnable, mais trop précise. Une alarme a retenti dans ma tête. Mais je l'ai regardée. Elle semblait sincèrement inquiète, alors j'ai chassé mes mauvaises pensées. C'est la mère de Nicolas, la grand-mère de Chloé. Impossible qu'elle ait de mauvaises intentions. J'ai souri. Ne vous inquiétez pas, Monique. Il n'y a que le titre de propriété de la maison et les bijoux de mon mariage dans le coffre. Je mettrai la clé du coffre dans le tiroir de ma coiffeuse. Gardez la clé de la maison. Si possible, jetez un coup d'œil de temps en temps. J'ai sorti 100 € de mon portefeuille. Monique, tenez. C'est pour acheter de bonnes choses à manger pour Chloé et vous pendant mon absence. Chloé adore boire un peu de lait chaud avant de dormir, vers 21h. Préparez-lui en un tiède, s'il vous plaît. Elle a pris l'argent. J'ai vu ses yeux briller, mais elle l'a vite rangé dans sa poche. Oui, oui. Que tu es difficile. J'ai élevé Nicolas qui était bien plus gros qu'elle, alors Chloé, penses-tu? Allez, va dormir. Tu dois te lever tôt pour ton vol. Cette nuit-là, j'ai dormi en serrant ma fille dans mes bras. J'entendais les légers ronflements de ma belle-mère depuis l'autre chambre. J'ai remercié le ciel, car au moment où j'avais besoin d'aide, il m'avait envoyé du soutien. Je ne savais pas. Je n'avais même pas imaginé que toute cette gentillesse n'était qu'un piège mielleux. Un piège pour gagner ma confiance. 5 heures du matin. Mon réveil a sonné fort. Je me suis réveillé. Il faisait encore nuit dehors. Seule la lumière du lampadaire de l'allée pénétrait par la fenêtre. Je me suis levé doucement. En arrivant dans le salon, Monique était déjà debout. Elle préparait le petit déjeuner. L'odeur des croissants chauds et de la baguette fraîche était agréable. Je me sentais rassuré. « Tu es déjà levé, dit-elle. Va te doucher. Mange avant de partir pour avoir quelque chose dans le ventre. J'ai déjà appelé un chauffeur. Il arrivera avant 6 heures. Dépêche-toi, si tu te retrouves dans les embouteillages, ce sera difficile. » J'ai regardé ma montre. Mon vol n'était qu'à 9 heures. C'était un peu tôt. Mais vu ses efforts, je n'ai pas refusé. Je me suis douché rapidement. Je suis entré dans la chambre pour dire au revoir à Chloé. Elle dormait profondément, serrant son vieil ours en peluche. Sa petite bouche était si mignonne. J'allais me pencher pour l'embrasser sur la joue quand Monique a soudainement parlé depuis la porte. Sa voix était basse mais pressante. Laisse-la. Ne la réveille pas. Si elle se réveille, elle va pleurer. Elle ne te laissera pas partir. Allez. Tu vas être en retard. Elle m'a pris la main. De l'autre main, elle tenait ma valise. Elle me poussait vers la sortie. J'ai jeté un dernier coup d'œil à ma fille. J'avais un petit pincement au cœur. Mais dans la précipitation, il s'est dissipé. Je me suis dit, ce n'est que pour 2 semaines. À mon retour, j'aurai plein de cadeaux pour Chloé. La Citroën 2CV du chauffeur local est partie. En m'éloignant, je regardais le jour se lever doucement sur la vallée de la Loire. J'étais pleine d'espoir. Je m'imaginais déjà en Amérique, ma présentation réussie, les éloges de mes patrons, cette promotion que j'attendais depuis si longtemps. À mon retour, je rendrais mon mari et Monique fiers. Toute la famille serait si heureuse. Le chauffeur de la 2CV était joyeux, un homme d'une 40aine d'années. Il m'a parlé.
Vous partez à l'étranger, madame? Voyage d'affaires? J'ai juste souri et hoché la tête. C'est formidable. Vous êtes jeune mais déjà un succès. C'est sûr, à votre retour, vous serez promu. J'ai souri à nouveau. J'avais une petite pointe de fierté dans le cœur. En arrivant aux départs internationaux de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, il y avait beaucoup de monde. Je traînais ma valise vers le comptoir d'enregistrement. J'ai salué l'employé. Elle m'a souri en retour. Madame, passeport et billets s'il vous plaît. J'ai ouvert mon sac à main avec confiance. J'emporte toujours mon porte-passeport rouge quand je quitte le pays. J'allais le prendre. Mais mon sourire a soudainement disparu. Mes doigts fouillaient l'intérieur de mon sac. Vide. Il n'était pas là. Le porte-passeport rouge avait disparu. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Une sueur froide a perlé sur mon front. Même avec la climatisation de l'aéroport, je transpirais. J'ai vidé tout le contenu de mon sac sur le comptoir. Rouge à lèvres, batterie externe, carnet, tout. Mais pas de passeport. J'ai paniqué. Une panique totale. Je me suis souvenu que la veille au soir, après avoir fait mes bagages, je l'avais posé sur ma coiffeuse, à côté de mon parfum. J'allais le prendre avant de partir ce matin, mais à cause de Monique qui me pressait, avec ses histoires de croissants et de ne pas réveiller Chloé. J'avais attrapé un autre dossier rouge par erreur. Madame, avez-vous oublié votre passeport? Si vous n'habitez pas loin, vous pouvez encore aller le chercher. Mais le comptoir va bientôt fermer, a dit l'employée, visiblement compatissante. J'ai appelé Monique en tremblant. Je voulais lui demander si le passeport était toujours sur la coiffeuse. Si oui, je le ferai envoyer par coursier immédiatement. Peut-être que ça arriverait à temps. Ça sonne. Longtemps. Sonnerie, sonnerie. Mais personne ne répond. 2 fois. 3 fois, 5 fois. Je l'ai appelé encore et encore. Mais rien. Juste la tonalité d'appel qui résonnait. C'était assourdissant. C'était bizarre. Il y a seulement 45 minutes, elle m'avait accompagné. Elle était réveillée. Et la sonnerie de son portable est toujours au volume maximum au cas où Nicolas appellerait. Pourquoi ne répondait-elle pas? Était-elle occupée à nourrir Chloé ou peut-être aux toilettes? J'ai essayé de me calmer. Mais j'avais un pressentiment. Quelque chose clochait. J'ai appelé Nicolas. Mais c'est la voix froide de l'opérateur qui a répondu, le numéro que vous avez demandé n'est pas accessible actuellement. Je n'avais plus le choix. J'ai laissé mes bagages en consigne. Puis j'ai couru. J'ai cherché une voiture. Monsieur, s'il vous plaît, dépêchez-vous. J'ai oublié quelque chose de très important. Je vous paierai un supplément. Ma voix tremblait en suppliant le chauffeur de la 2CV que j'avais retrouvé par miracle. La voiture roulait vite sur l'autoroute A10, mais pour moi, c'était trop lent. Le temps semblait s'être arrêté. Pendant le trajet, je continuais d'appeler Monique. Toujours rien. L'angoisse dans ma poitrine grandissait. Elle était plus grande encore que la peur de rater mon avion. Pourquoi étaient-ils tous injoignables en même temps? Je me suis souvenu de la façon dont Monique m'avait poussé dehors tout à l'heure. Le fait qu'elle m'ait empêché d'embrasser Chloé. La lueur dans ses yeux quand je lui ai donné l'argent. Tous ces petits détails se connectaient dans mon esprit. Un scénario effrayant se formait. Je ne voulais pas y penser, mais c'était là. Je serrais fort mon téléphone. J'espérais être juste paranoïaque. J'espérais qu'à mon arrivée, il serait en train de prendre joyeusement le petit déjeuner. J'espérais que mon passeport serait juste sur la table. Mais je ne savais pas que ce qui m'attendait n'était pas un matin paisible, mais le début d'un cauchemar. Il était près de 7 heures du matin quand la 2CV s'est arrêtée devant notre maison de campagne. J'ai payé précipitamment et j'ai couru vers le portail. Le trafic pour sortir de la région parisienne avait été horrible, chaque seconde perdue dans la voiture semblait une éternité. En arrivant devant notre grande porte en bois, un frisson m'a parcouru la nuque. J'ai marché jusqu'à l'entrée. La porte où nous avions accroché un petit panneau en bois, d'où foyer. C'est Nicolas qui l'avait mis quand nous avions emménagé. Mais à quelques pas de la porte, je me suis figé.
Le portail extérieur était fermé mais la porte d'entrée en bois était entr'ouverte. Et à l'intérieur, j'entendais des bruits inhabituels. Je me suis approché doucement. J'allais essayer d'insérer ma clé mais j'ai senti que c'était verrouillé de l'intérieur ou bloqué par quelque chose. J'ai collé mon oreille à l'interstice. J'ai retenu mon souffle. J'ai entendu le bruit de ruban adhésif qu'on déchire. Screech. Puis le bruit d'un meuble lourd qu'on traîne. GRRRK. Tout mon corps s'est glacé. Puis quelqu'un a parlé. Une voix d'homme, rauque. Allez, dépêchez-vous avec cette télé avant qu'il ne soit trop tard. Elle vaut cher. Emballez-la bien, hein. Si l'écran casse, je déduis ça du prix. Et ce coffre-fort alors? Vous avez trouvé le code? Ou je dois appeler un gars pour l'ouvrir? J'ai failli m'évanouir. Mon corps s'est raidi. La voix de l'homme ne ressemblait pas à celle d'un simple voleur. On aurait dit un homme d'affaires véreux, un brocanteur. Puis j'ai entendu la voix de Monique. Sa gentillesse de la veille avait disparu. Maintenant, elle était pressée et froide. Elle est partie. Elle doit être dans l'avion maintenant. Mais pour être sûr, il faut faire vite. Boss, appelez un autre gars. Chargez ce canapé d'abord. Je dois tout vendre pour payer cette dette. Sinon, vous avez dit que vous me couperiez la main, n'est-ce pas? J'étais terrifié. Je me suis appuyé contre la porte froide. Je n'arrivais pas à croire que toute cette sollicitude, le bœuf bourguignon, ces encouragements, tout cela n'était qu'une comédie parfaite. Une mise en scène pour me faire quitter la maison. Pour qu'en mon absence, elle puisse vendre toutes nos affaires pour payer ses dettes. Mais ce qui m'effrayait le plus, ce n'étaient pas les objets. C'était Chloé. À cette heure-ci, elle devrait être réveillée. Elle devrait faire du bruit dans toute la maison. Pourquoi, au milieu de ce chaos, n'entendais-je pas sa voix? Je me suis forcé à me calmer. J'ai recollé mon oreille. J'espérais qu'elle dormait juste dans sa chambre, puis j'ai entendu. Très faiblement, venant de la direction de la chambre principale. MMMN. Comme un pleur qu'on retient. Comme un petit animal blessé dont on aurait couvert la bouche pour qu'il ne puisse pas appeler à l'aide. Les larmes ont coulé. La peur dans ma poitrine s'est transformée en une douleur intense. Mon enfant. Que avait-il fait à Chloé? Je voulais crier. Je voulais défoncer la porte. Je voulais leur sauter dessus. Mais ma raison m'a retenu. Ils étaient deux à l'intérieur, et Monique était désespérée à cause de sa dette. Si j'agissais imprudemment, il pourrait faire du mal à Chloé pour s'enfuir. J'ai reculé en tremblant vers le jardin. Dans l'allée sombre, les mains tremblantes et moites de sueur, j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé Nicolas. Il était trop loin. Il ne pouvait rien faire. J'ai composé le 17, police secours. Puis j'ai appelé le numéro de la gendarmerie locale que j'avais enregistré lors de notre emménagement. Ma voix tremblait, mêlée de sanglots. Je me suis forcé à parler clairement. Bonjour. Il y a des cambrioleurs chez nous. Ma fille est en danger. S'il vous plaît, elle est en danger. Faites vite. Après avoir raccroché, je me suis effondré sur le sol froid de la terrasse. Je fixais la porte de notre maison. J'avais l'impression que mes entrailles brûlaient. Chaque seconde qui passait était comme un couteau qu'on enfonçait dans mon cœur. Les 10 minutes d'attente pour la police ont été les plus longues de toute ma vie. J'étais assise dans un coin du jardin, écoutant chaque bruit à l'intérieur. Terrifié à l'idée qu'il fasse du mal à Chloé ou qu'il s'enfuit. Le bruit du scotch semblait me narguer. Ça continuait, accompagné des cris de l'homme qui se pressait. Enfin, j'ai entendu des pas venant de l'allée. 2 gendarmes et un voisin qui servaient de témoins. Quand j'ai vu les uniformes, c'était comme si je me noyais et que je voyais une bouée de sauvetage. J'ai couru. J'ai pointé notre porte en pleurant. C'est là, ils sont à l'intérieur, ma fille. Je n'entends pas sa voix. Un gendarme m'a fait signe de me calmer et s'est approché de la porte. Il a frappé fort. Gendarmerie. Ouvrez la porte. Soudain, le silence s'est fait à l'intérieur. Tout bruit a cessé.
Le gendarme a frappé à nouveau. Plus fort, avec plus d'autorité. Nous savons qu'il y a quelqu'un. Si vous ne coopérez pas, nous allons enfoncer la porte. Toujours pas de réponse. Je me suis caché derrière les gendarmes. Mon cœur battait la chamade. J'avais peur de ce qu'ils allaient faire. Après 3 sommations, les gendarmes ont décidé de forcer l'entrée. Le bruit du bélier et du marteau a résonné dans tout le jardin. En quelques minutes, la porte a cédé. Je ne pouvais plus attendre. Je me suis précipité à l'intérieur avec les gendarmes. Ce que j'ai vu m'a presque fait tomber à genoux. La maison dont je prenais soin depuis des années, notre foyer lumineux et propre, semblait avoir été traversée par une tempête. Le salon était vide. Le canapé en cuir pour lequel nous avions économisé était démonté et appuyé contre le mur. La télé de 65 pouces, le système audio, mon ordinateur, tout. Il ne restait que de grands cartons emballés avec du scotch. Le sol était jonché de morceaux de papier et de ficelle. Les jouets de Chloé étaient brisés, éparpillés. Au milieu de tout cela, il y avait Monique. Et cet homme que je ne connaissais pas. Monique était livide et tremblante. Elle se cachait près du meuble à chaussures. L'homme, costaud, les bras couverts de tatouages, avait l'un de mes sacs de luxe sur l'épaule. J'étais sûr qu'il contenait les bijoux et l'argent qu'il avait trouvés. Quand l'homme a vu les gendarmes, il a fait mine de jeter le sac. Mais un gendarme a crié « Ne bougez pas !» Main en l'air. J'ai regardé Monique. La veille encore, c'était elle qui me servait de la soupe chaude. Maintenant, elle me regardait avec des yeux pleins de peur et de supplication. Mais dans mon cœur, je ne ressentais plus aucune pitié. Juste de la colère, du dégoût. Les objets, ce n'était pas grave, mais il y avait plus important. J'ai crié. Ma voix était brisée par la poussière et la tension. Sa réponse fut une excuse pathétique. Elle a détourné le regard. Elle est dehors. Elle joue. Je l'ai envoyée chez la voisine. Elle joue. Si tôt le matin. Quelle voisine s'occuperait d'elle? Et si elle jouait, pourquoi ces jouets étaient-ils brisés ici? Je ne l'ai pas cru. Je l'ai poussée et j'ai commencé à fouiller les chambres. Pas dans le salon, pas dans la salle de bain, pas dans la véranda. J'ai couru vers la chambre parentale. La chambre où nous avions dormi enlacés la veille. Il faisait sombre, les rideaux étaient tirés. Le lit était renversé, fouillé pour trouver des objets de valeur. Je me suis tenu au milieu de la pièce. J'ai écouté. Puis j'ai entendu un bruit étrange venant de l'armoire. Cette grande armoire en chêne où je rangeais nos couvertures. Un bruit sourd, boum boum. Comme si quelqu'un donnait des coups de pied de l'intérieur, et des pleurs étouffés. MMMN, MMMN. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai couru vers l'armoire et je l'ai ouverte violemment. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a poignardé le cœur. J'ai failli m'effondrer de douleur. Chloé. Ma fille de 4 ans. Recroquevillée dans un coin sombre de l'armoire qui sentait la naphtaline. Ses mains étaient liées dans le dos avec un chargeur de téléphone. Sa bouche était couverte d'un épais ruban adhésif. Elle me fixait. Ses yeux étaient rouges et pleins de terreur. Son visage était trempé de larmes et de sueur. Quand elle m'a vu, elle a essayé de bouger. Ses yeux suppliaient. Chloé, ma chérie. J'ai crié en la prenant dans mes bras. Mes mains tremblantes ont retiré le scotch de sa bouche. Doucement. Mais sa peau était quand même rouge. Une fois le scotch enlevé, elle a éclaté en sanglots. Maman, à l'aide. Mamie est méchante. J'ai eu peur. Maman. Je me suis empressé de délier ses mains et je les serrai fort contre moi. Mes larmes se mêlaient aux siennes. La peur intense a soudain disparu pour laisser place à une colère que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Je l'ai portée et nous sommes sortis dans le salon. L'homme tatoué essayait de s'enfuir. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai posé Chloé sur le canapé. J'ai couru et je lui ai barré la route. Il m'a poussé alors je l'ai giflé de toutes mes forces. Paf! Espèce d'ordure! Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? L'homme s'est figé, prêt à me gifler en retour, mais les gendarmes l'ont rapidement maîtrisé et menotté.
En voyant cela, Monique a crié et s'est accrochée à mes jambes en suppliant. Mais à mes yeux, elle n'était plus humaine. C'était un démon capable de sacrifier sa propre chair et son sang pour de l'argent. Je l'ai regardée, les yeux pleins de haine. Regarde ce que tu as fait à ta petite fille. Es-tu encore humaine? Voyant qu'il n'y avait plus d'échappatoire, elle a commencé son cinéma. Elle s'est assise par terre au milieu des cartons et a commencé à pleurer et à se frapper les cuisses. Ah! Ma vie! Quel mal y a-t-il à vendre les affaires de mon fils? Appelez la police pour ça. Suis-je une voleuse? Je suis juste pauvre. J'ai fait ça à cause de la misère. Elle évitait soigneusement de mentionner qu'elle avait enfermé Chloé dans l'armoire. Elle essayait de faire passer cela pour une simple dispute familiale. L'homme menotté en a rajouté une couche. Messieurs, regardez. Je suis brocanteur. C'est cette dame qui m'a appelé. Elle a dit que ses enfants partaient à l'étranger et qu'elle vendait tout. Notre transaction est légale. Comment pouvais-je savoir que c'était du vol? Je suis innocent. Il rejetait toute la faute sur Monique. Je serrais ma fille en pleurs contre moi. Je regardais le spectacle de ces deux-là. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer devant tant d'audace. Je me suis tourné vers le gendarme qui rédigeait le rapport. Monsieur, ne les croyez pas. Cette maison est au nom de mon mari et moi. Elle n'a aucun droit de vendre quoi que ce soit ici. Et ligoter et bâillonner une enfant, ce n'est pas du rangement. C'est un enlèvement, de la maltraitance et du crime organisé. Le gendarme a hoché la tête et s'est tourné vers Monique. Taisez-vous, madame. Vous expliquerez tout cela au commissariat. Ce que nous avons vu, c'est la vente de biens qui ne vous appartiennent pas et de la maltraitance sur mineurs. Vous devez nous suivre. Les gendarmes ont commencé à sceller les cartons comme preuve. Ils ont aussi pris le sac contenant l'argent et le ruban adhésif utilisé. Voyant que la situation était sérieuse, Monique a changé de ton. Elle m'a regardé en suppliant. Manon, ma fille, je t'en prie. Dis aux gendarmes de me pardonner. C'est honteux à mon âge d'aller en prison. Ces gens m'ont menacé, c'est pour ça que j'ai fait ça. N'aggrave pas les choses. C'est une honte pour notre famille. C'était encore son refrain sur l'honneur de la famille. C'est ce qu'elle utilisait toujours pour me manipuler. Mais maintenant, en regardant les marques rouges sur les poignets de ma fille, ça ne marchait plus. J'ai dit froidement, dites ça au juge. Quand vous avez couvert la bouche de Chloé, avez-vous pensé à la honte pour la famille? Je lui ai tourné le dos et j'ai suivi les gendarmes. Le son de la sirène a brisé le silence du matin. Ils ont emmené les criminels là où ils devaient être, tandis que je serrais ma fille dans mes bras avant que la porte du fourgon ne se referme. J'ai jeté un dernier coup d'œil à notre maison saccagée. Ce foyer plein de souvenirs heureux, maintenant souillé par l'avidité et la trahison. Je savais que ce combat serait long et difficile. Mais pour ma fille, je me battrais jusqu'au bout. Au commissariat, l'air était froid et sentait le tabac froid. Chloé. Épuisée d'avoir tant pleuré, elle s'était endormie dans mes bras. Sa main agrippait fermement mes vêtements. Elle avait peur que je la laisse à nouveau. En face de moi, Monique était assise, tête baissée. Elle refusait de regarder quiconque. L'homme tatoué avait été emmené dans une autre pièce pour interrogatoire. Je n'entendais que le bruit du clavier du policier. Je n'arrivais toujours pas à croire pourquoi. Qu'est-ce qui lui manquait pour qu'elle puisse enfermer sa propre petite fille? Après environ 30 minutes, un policier est sorti de la salle d'interrogatoire avec un dossier. Il s'est assis en face de moi, a regardé Monique et a parlé. Madame. Son complice a avoué. Il possède bien un dépôt-vente et fait office de prêteur sur gage. C'est Madame Monique qui l'a appelé en premier. Elle a offert tous les biens de la maison à bas prix tant que c'était payé en liquide sur le champ. Il a aussi admis avoir aidé à s'occuper de l'enfant pour faciliter le déménagement des meubles. En entendant cela, Monique a éclaté en sanglots. Ce n'est pas vrai. Il ment. Je voulais juste remplacer leurs vieux meubles par des neufs. Le policier a frappé sur la table. Madame Monique, nous avons vérifié vos téléphones et messages. C'est vous-même qui avez envoyé la photo des pièces d'identité de votre fils et de votre belle-fille pour prouver que vous aviez le droit de vendre.
C'est aussi vous qui avez dit que ma belle-fille était déjà dans l'avion. Faites vite. Et d'après votre historique internet, qu'est-ce que ce site de jeu en ligne, Baccarat 88, où vous avez une dette de 10 000 euros? J'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. J'ai regardé Monique, ma belle-mère si simple qui négociait le prix des poireaux au marché, accro aux jeux en ligne. Monique n'avait plus le choix. Elle a avoué. J'ai fait une erreur. Ça a commencé par quelques euros. Puis en perdant, je voulais me refaire jusqu'à ce que la dette grossisse. Les créanciers sont venus me voir en province. Ils m'ont menacé. Ils ont dit qu'ils me couperaient la main. Qu'ils m'humilieraient devant tout le village. J'avais tellement peur. Quand j'ai su que Manon partait, j'ai pensé vendre les meubles pour payer. Ensuite, je travaillerais, n'importe quel travail, pour tout remplacer. En entendant cela, j'ai eu la chair de poule. Sa gentillesse soudaine, le bœuf bourguignon, sa hâte de me voir partir. Tout cela faisait partie de son plan. Notre maison était devenue son distributeur automatique personnel pour ses dettes de jeu. Sa réputation au village était plus importante pour elle que la sécurité de sa propre petite fille. En la regardant trembler devant moi, toute ma pitié s'est envolée. Du dégoût. Elle n'avait pas seulement vendu des meubles. Elle avait vendu sa conscience et son rôle de mère. J'ai serré ma fille plus fort et je me suis promis, à partir de maintenant, je ne laisserai plus jamais ma fille s'approcher de cette grand-mère démoniaque. Après l'enquête préliminaire et la signature des papiers, nous avons été autorisés à partir. En sortant du commissariat, le soleil était haut. C'était éblouissant. J'ai porté ma fille et nous nous sommes assises dans un café. Mes mains tremblaient en appelant Nicolas. À la 3e sonnerie, il a répondu. Une voix ensommeillée, un peu agacée. « Oh Manon, tu es arrivé aux USA? Pourquoi appelles-tu à cette heure? » Je voulais dormir un peu avant de retourner sur le chantier. En entendant sa voix innocente, les larmes ont coulé à nouveau. J'ai pris une grande inspiration. Nicolas, écoute. Je ne suis pas parti. Et je ne partirai jamais. Je suis au commissariat. Ta mère a été arrêtée. Vol et maltraitance sur mineur. Silence. Puis il a ri. Comme si je plaisantais. Qu'est-ce que tu racontes? Tu rêves ou c'est déjà le décalage horaire? Maman est à la maison, elle garde Chloé. Arrêtée pourquoi? Et maman aime Chloé. Impossible cette histoire de maltraitance. Elle l'a peut-être juste un peu grondée. Tu exagères encore. Ça faisait mal. C'était si facile pour lui de prendre le parti de sa mère. Il n'avait jamais cru mes plaintes concernant ma belle-mère. Il disait toujours, maman est vieille. Elle vient de la campagne. C'est une femme simple. Je n'ai pas discuté. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Je l'ai orienté vers l'extérieur du commissariat où l'on entendait encore les sirènes. Écoute ça. Est-ce un rêve? Ta mère a une dette de plusieurs milliers d'euros au jeu. Alors elle a appelé quelqu'un pour vider la maison. Chloé. Elle lui a attaché les mains, couvert la bouche et l'a enfermé dans l'armoire. Si je n'avais pas oublié mon passeport, nous n'aurions probablement plus de maison aujourd'hui et ta fille serait peut-être morte étouffée dans cette armoire. Nicolas s'est tu. Quoi? 10 000 euros? Enfermé dans l'armoire? C'est vrai Manon? Ou c'est une blague? J'ai crié dans le téléphone. Rentre tout de suite pour voir. Voir de tes propres yeux ce que ta mère si simple et gentille a fait. Regarde les bleus sur les poignets de ta fille et souviens-toi de ça, Nicolas. Je ne laisserai pas passer ça. J'irai jusqu'au bout. Nicolas a paniqué. Attends Manon, calme-toi. Je vais poser un congé. Je rentre tout de suite. S'il te plaît. Ne fais rien. Ne signe aucun papier. Attends-moi. Nous sommes une famille. On va arranger ça. Une famille. Pourquoi ce mot sonnait-il si douloureusement aujourd'hui? Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai raccroché. Il ne changeait pas. Sa première préoccupation n'était pas notre fille mais la honte. La peur que l'image de sa famille heureuse ne soit brisée. J'ai regardé ma fille endormie et je lui ai fait une promesse silencieuse.
À partir de maintenant, seule maman sera ton bouclier. Même si le monde entier, même si ton propre père te tourne le dos. Nous sommes retournés à la maison de campagne avec Chloé. La porte brisée ressemblait à une grosse cicatrice. En entrant, il faisait froid. Les cartons qui n'avaient pas encore été emportés par la police ressemblaient à des pierres tombales au milieu du salon, insultant le sol couvert de boue laissées par les chaussures des inconnus. J'ai emmené Chloé dans sa chambre. C'était le seul endroit de la maison qui n'avait pas été touché. Je l'ai couchée. Parfois, elle se réveillait en tremblant. « Maman, ne pars pas », chuchotait-elle dans son sommeil. Mon cœur se brisait. J'ai remonté sa manche. Les bleus causés par le chargeur étaient bien visibles. Sa joue était encore rouge. J'ai pris de l'eau tiède et j'ai doucement essuyé son visage et ses mains. Chaque larme qui tombait se mêlait à l'eau. Chaque blessure sur son corps était comme une condamnation de ma stupidité. Si seulement j'avais été plus prudente. Si je n'avais pas été ébloui par l'argent. Une fois qu'elle a dormi profondément, j'ai commencé à vérifier ce qui avait disparu pour le rapport de police. Je suis entré dans la chambre principale. Le coffre-fort avait été arraché du mur, plein de rayures. Ils avaient essayé de l'ouvrir. Heureusement qu'ils n'y étaient pas parvenus avant l'arrivée de la police. J'ai ouvert le coffre en tremblant. Le titre de propriété était là, les livrets d'épargne et la boîte à bijoux offerte par ma mère. J'ai poussé un soupir de soulagement mais j'ai remarqué quelque chose. Le petit tiroir à l'intérieur où je mettais l'argent liquide. C'était en désordre. Les billets de 50 € semblaient avoir diminué. Je me suis demandé, Monique connaissait-elle le code ou Nicolas lui avait-il dit? Un nouveau doute s'est infiltré dans mon esprit. J'ai refermé le coffre. Je devais nettoyer ce désordre. Je ne voulais pas que Chloé voie ça à son réveil. J'ai nettoyé en pleurant. Chaque larme semblait laver les morceaux brisés de mes souvenirs. De ma famille brisée. Il était presque minuit quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Nicolas. Il avait l'air épuisé. Vêtements froissés. Yeux rouges. Il a vu l'état de la maison. Il s'est figé. Il s'est approché de moi. Je pensais qu'il allait me serrer dans ses bras. Je pensais qu'il s'excuserait, mais non. Manon, a-t-il dit. Comment va maman? Ils ne lui font pas de mal? As-tu déjà retiré ta plainte? Je l'ai regardé, mon mari, l'homme que j'avais aimé et en qui j'avais confiance. J'avais l'impression de ne plus le connaître. Sa seule pensée était pour sa mère joueuse. Pas pour sa femme et sa fille qui avaient failli périr. J'ai ricané. Tu ne t'inquiètes même pas de savoir si ta fille est morte ou vivante? À tes yeux, seule ta mère est la victime. Ta fille n'est qu'un caillou sur la route. Non. Ce n'est pas ce que je veux dire, a-t-il dit. Bien sûr que je m'inquiète pour Chloé. Mais c'est une enfant. Elle oubliera. Mais maman est vieille. Si elle va en prison, que diront nos proches? Manon, s'il te plaît. Réglons ça discrètement. Rien n'a disparu, n'est-ce pas? Toutes les affaires sont encore là. Rien n'a été perdu. Je me suis levé. Regarde autour de toi. Regarde les bleus sur les poignets de ta fille. Et ensuite tu me diras de régler ça discrètement? Penses-tu qu'elle m'a considéré comme sa famille? J'étais juste un moyen de payer sa dette. 10 000 €, Nicolas. Comment va-t-on régler ça? On vend la maison pour payer sa dette? Il a baissé la tête. Maman a fait une erreur. C'est humain de se tromper. Tu sais combien elle a souffert pour m'élever. Maintenant qu'elle a des problèmes, vais-je lui tourner le dos? Je te promets, je travaillerai. Double, triple, je paierai toutes ses dettes. Chloé et toi ne serez pas affectés. S'il te plaît. Signe juste le retrait de plainte pour alléger sa peine. Si maman va en prison, que va-t-il m'arriver? Comment pourrais-je regarder les gens en face? En le voyant ainsi, j'ai eu pitié mais la déception l'emportait. Il était aveugle. Il ne voyait plus la différence entre le bien et le mal. Si tu veux jouer au héros, fais-le, ai-je dit. Mais souviens-toi, je ne signerai jamais. La personne qui a fait du mal à ma fille doit payer. Et si c'est trop dur pour toi d'être un mauvais fils,
c'est simple. Fais tes valises et retourne chez ta mère en province. Il m'a regardé avec surprise. Il ne s'attendait probablement pas à ce que sa femme, toujours si docile, se rebelle. Le lendemain, pendant que je nourrissais Chloé, le téléphone a sonné. L'enquêteur. Ils avaient trouvé une preuve importante dans les affaires de Monique. Je devais venir immédiatement. J'ai confié Chloé à ma gentille voisine et je me suis précipité au commissariat. Dans la salle d'interrogatoire, le policier a posé le vieux sac éraflé de Monique. Il a d'abord sorti des colliers et des bagues en or. Mes bijoux qui avaient disparu de mon tiroir. Mais ce qu'il a sorti ensuite a arrêté le temps pour moi, le titre de propriété de notre maison. Je n'arrivais pas à y croire. Je l'ai pris. Nos deux noms, Nicolas et moi, y figuraient. J'étais sûr qu'il était tout au fond du coffre. Comment s'était-il retrouvé dans son sac? Ce n'est pas tout, madame, a dit le policier. Il m'a tendu un papier, une procuration notariée indiquant que nous donnions à Monique le droit de vendre ou d'hypothéquer la maison. En bas, il y avait ma fausse signature et celle de Nicolas. Selon elle, madame, elle prévoyait d'hypothéquer le titre pour 100 000 € qu'elle allait emprunter. Elle a fait faire de fausses signatures. Si vous n'étiez pas revenu tout de suite, ce ne serait probablement plus votre maison aujourd'hui. J'ai lâché le papier. J'avais la nausée. Je pensais qu'elle ne voulait que la télé et le frigo. Mais non. Même le toit au-dessus de la tête de sa petite fille. Elle était prête à le parier. En sortant du commissariat, je serrais fort le titre de propriété. Le cœur lourd. Je pensais à Nicolas. Le savait-il ou croyait-il innocemment que sa mère n'avait pris que de simples objets? La nouvelle s'est répandue. Les appels et les SMS des proches de Nicolas se sont enchaînés, des reproches, des malédictions. Belle-fille ingrate. A fait emprisonner sa belle-mère. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire ou ne voulaient pas la savoir. À leurs yeux, j'étais la méchante. Quand Nicolas est rentré, c'est ainsi qu'il m'a accueilli. Regarde ça. Mon oncle a dit qu'on allait être renié de la famille si tu ne retires pas la plainte. Tu sais à quel point la réputation est importante en province. Comme si tout était de ma faute. Je lui ai jeté le titre de propriété et la fausse procuration. La réputation? Sais-tu ce que ta mère allait faire de cette réputation? Elle allait hypothéquer cette maison. 100 000 €. Regarde. Elle a falsifié nos signatures. Si j'avais eu un jour de retard, nous serions à la rue. Nicolas a blêmi. Impossible. Peut-être qu'à cause de la dette. Elle a paniqué. Elle ne l'aurait sûrement pas fait. Nicolas, c'est fait. Et heureusement que ça n'a pas abouti. Arrête de la défendre. Signe la renonciation. Nous n'avons plus besoin d'avocat pour nous deux, coopère simplement pour en finir. C'est cette nuit-là que tout a changé. Nicolas fumait cigarette sur la terrasse. Moi, j'étais silencieuse. Jusqu'à ce qu'il ne tienne plus. Il est entré et s'est mis à genoux devant moi. En pleurant. Manon, je t'en prie. Pardonne à maman. Elle est vieille. Elle ne supportera pas la prison. C'est moi qui ai eu tort. J'aurais dû comprendre, pardonne-lui. Pendant qu'il suppliait, Chloé est sortie de sa chambre. Elle a vu son père pleurer. Elle a pleuré aussi. Papa, ne pleure pas. Maman, ne gronde pas papa. Ils se sont enlacés. Et là, mon cœur s'est brisé. J'ai eu pitié. Je suis mère aussi. Je voulais que Chloé grandisse avec une famille unie. J'ai entendu la promesse de Nicolas. J'ai regardé ma fille. D'accord, ai-je dit. Lève-toi. Je vais y réfléchir. Mais c'est pour Chloé. Pas pour ta mère. Le lendemain, Nicolas s'affairait dans la maison. Il nettoyait, cuisinait. Manon, écris la lettre de désistement pour qu'on puisse la déposer tout à l'heure. La main lourde, j'ai pris le stylo. J'ai écrit. Je sous-signais Manon. Pardonne à Madame Monique. Chaque lettre était comme une entaille dans mon cœur. Bip, mon téléphone a sonné. Un message de la banque. 3 000 € retirés de votre compte. Transaction 20 bijouterie.
Je me suis figé. Cette carte de crédit était une carte supplémentaire de Nicolas. La limite est de 5 000 €. C'est lui qui l'a. Nicolas, les jeux appelés. Prête-moi la carte de crédit que je t'ai donnée. Il a blêmi. Elle est dans mon portefeuille. Je vais la chercher. J'ai ouvert mon application bancaire. La transaction datait de ce matin 9h15. J'ai regardé les transactions précédentes. Retrait d'espèces, affaires, gadgets. Presque 4 500 € dépensés en une semaine seulement. Je lui ai mis le téléphone sous le nez. Explique-moi. Qui a acheté des bijoux avec ta carte? Qui a dépensé presque 5 000 € en une semaine? Il n'arrivait pas à parler. C'est maman. Elle a emprunté la carte. Elle a dit que c'était pour acheter des affaires à Chloé. Ta mère est en prison. Comment peut-elle acheter quoi que ce soit? Ai-je crié. Elle l'a donné à son complice. Tout était planifié. Avant de se faire prendre, elle a vidé ma carte. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. S'il a pu donner la carte, qu'en est-il du coffre? J'ai couru dans la chambre. J'ai ouvert le coffre. J'ai pris la boîte contenant 5 petits lingots d'or. Un cadeau de ma mère. Elle avait dit, ma fille, c'est pour toi. Pour que quoi qu'il arrive, tu aies un capital. J'ai ouvert la boîte. Les 5 lingots étaient là. J'ai poussé un soupir de soulagement. Mais pourquoi semblait-il si léger? J'ai regardé de plus près. Il y avait des rayures. La couleur était bizarre. J'ai regardé Nicolas. Il se tenait à la porte. Tout pâle. Nicolas, viens. Regarde ça. Il n'arrivait pas à approcher. Et là, j'ai su. Boîte en main, j'ai couru dehors. Surveille Chloé. Je vais juste chez le bijoutier. Chez le bijoutier, le propriétaire a confirmé. C'est du faux, madame. C'est du cuivre à l'intérieur. Juste plaqué or à l'extérieur. Je me suis glacé. Non. Ça venait d'arriver? Depuis longtemps? Qui? Monique et Nicolas. Depuis quand? Je suis retourné à la maison. Silence. J'ai jeté les faux lingots sur la table. Depuis quand? Ai-je demandé. Faiblement. Manon, pardon, a-t-il chuchoté. Ça fait 1 an. Maman avait une dette de jeu. 2 000 €. Elle menaçait de se suicider. Elle a demandé de l'aide. Je lui ai donné la clé du coffre. Elle a dit qu'elle rembourserait. Elle a donné ses faux pour que j'aie quelque chose à te montrer au cas où. J'ai eu envie de vomir. Mon mari était complice de sa mère. 1 an. Il me trompait depuis 1 an. Sais-tu que c'est la sueur et le sang de ma mère qui ont payé ça? Ai-je crié. Il s'est agenouillé à nouveau. Il a supplié. C'est ma faute, pardonne-moi. J'ai juste eu peur. Pour maman. Je l'ai poussé. À 32 ans, il ne pouvait toujours pas voler de ses propres ailes. Le papier que j'avais écrit plus tôt, le pardon. Je l'ai pris et je l'ai déchiré en 1000 morceaux. Manon, qu'est-ce que tu fais? Ce qui est juste, ai-je dit. Je suis allé dans la chambre. J'ai imprimé 2 copies d'un document. Je les ai posées sur la table. Papier du divorce. Signe ça. Je ne veux plus faire partie d'une famille d'escrocs. On va divorcer juste pour ça? Pas juste pour ça. Quand ta mère a couvert la bouche de ma fille, quand tu lui as donné la clé du coffre, c'était déjà fini. Soudain, son visage a changé. De la supplication, il est passé à la colère. D'accord, divorçons. Mais Chloé reste avec moi, c'est la petite fille de ma famille. Voyons de quel côté le tribunal se rangera. Quel droit as-tu? Tu es criblé de dettes? Ta mère est en prison. Et tu es complice d'escroquerie. Nous avons des terres en province. Toi, qu'est-ce que tu as? Et en plus, je répandrai partout que c'est toi qui as fait emprisonner ta belle-mère. Voyons qui les gens soutiendront. Il allait utiliser mon image de mauvaise belle-fille contre moi.
Il allait utiliser notre propre enfant pour faire libérer sa mère. Espèce d'animal, ai-je dit. Peu importe, tant que je sauve maman. Il est entré dans la chambre et a claqué la porte violemment. Réfléchis bien, retire ta plainte. Sinon, tu ne reverras plus jamais ta fille. Je suis restée seule dans le salon. Tremblante. Je savais qu'il essayait juste de me faire peur. Mais l'idée de devoir me battre pour mon enfant au tribunal était terrifiante. J'ai entendu Chloé bouger dans sa chambre. Sa respiration était la seule chose qui me donnait de la force. Maman va se battre, ma fille. Même si le monde entier est contre nous. Le lendemain, un post a circulé sur un grand groupe Facebook de maman. Mauvaise belle-fille, fait emprisonner sa belle-mère pour récupérer la maison. Rempli de mensonges. Il y avait même une photo de Monique en pleurs. Des centaines de commentaires. Tous en colère contre moi. Nicolas avait fait ce qu'il avait dit. Mais je n'ai pas flanché. J'ai posté aussi. Pas d'émotion. Que des faits. Photo des bleus de Chloé. Le certificat médical, les images de vidéosurveillance où on les voyait traîner les meubles. Le titre de propriété et la fausse procuration. Les réseaux sociaux ont explosé. La colère des gens s'est retournée contre eux. Regardez le bras de l'enfant. Quelle grand-mère monstrueuse. Elle a échangé sa petite fille contre le jeu et son fils l'a encouragée. Dégueulasse. Courage madame. N'acceptez aucun arrangement. Même nos voisins ont parlé. Ils ont témoigné du bruit et des agissements suspects de Monique. Nicolas a rapidement effacé son post. Mais c'était trop tard, tout le monde connaissait la vérité. Je suis allé voir un avocat. Brillant, courageux. J'ai tout raconté. Ce n'était pas une simple dispute familiale. Madame Manon, a-t-il dit. Il y a plusieurs chefs d'accusation. Maltraitance sur mineur, vol qualifié, faux et usage de faux. Escroquerie, et votre mari peut aussi être poursuivi comme complice. Je me suis senti soulagé. Il y a des lois, il y a une justice. J'ai porté plainte contre eux. Tout s'est joué au tribunal. Nous nous sommes revus. Nicolas n'osait pas me regarder. Monique était très maigre. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses complices ont tout avoué. Ils ont pointé Monique du doigt. C'était elle le cerveau de l'opération. Quand la vidéo de l'interview de Chloé a été diffusée, tout le tribunal s'est tu. Mamie a dit qu'on jouait à cache-cache. Puis elle a attaché mes mains. Ça faisait mal. Quand j'ai pleuré, elle a couvert ma bouche. Elle a dit,